approche agile, entreprise libérée, holacratie, organisation opale, et j'en passe. Il existe aujourd'hui quantité de nouveaux modes de management et d'organisation présentés comme particulièrement innovants. Mais le sont-ils vraiment ? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Suzy Canivinck, enseignante-chercheure en communication et management à la chaire Futur de l'industrie et du travail de Mines Paris, et également autrice du livre Les nouveaux modes de management et d'organisation, paru en 2022 aux Presses des Mines. Bonjour Suzy. Bonjour Denis. Comment expliquez-vous cet engouement porté à ces nouveaux modes de management et d'organisation ? Alors, comme on va certainement l'aborder par la suite, donc ces nouveaux modes de management et d'organisation sont loin d'être nouveaux, mais ils font effectivement l'objet d'un fort engouement actuellement. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, j'ai essayé dans l'ouvrage de distinguer quelques facteurs qui peuvent expliquer cet engouement et que je vais essayer de vous résumer en quelques phrases. Alors, il y a tout d'abord cet environnement économique qu'on appelle VICA. Vous devez connaître, c'est un acronyme qui signifie volatile, incertain, complexe, ambigu. Bon, au-delà de l'acronyme, l'important est de comprendre que cet environnement économique est hyper turbulent et en mouvement permanent. Et du coup, ça incite les entreprises à devenir plus souples, plus réactives ou, comme on dit aujourd'hui, plus agiles. Alors, ce type d'environnement économique, c'est pas une nouveauté, là non plus. Il existait déjà avant, mais il était réservé aux industries de pointe, alors qu'aujourd'hui, il est le lot commun de toutes les entreprises, même dans les secteurs les plus traditionnels comme l'hôtellerie ou la restauration, par exemple, qui sont chahutés par des nouveaux acteurs comme, par exemple, Airbnb, Blablacar ou Uber. Donc, dans ce contexte, les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, doivent savoir s'adapter, ou mieux encore innover, le plus rapidement et régulièrement possible, ce qui nécessite des formes d'organisation plus décentralisées où les décisions vont pouvoir se prendre là où se trouvent les compétences et l'action collective. Alors pour expliquer cet engouement, il y a une deuxième raison qu'on évoque souvent, c'est la fameuse génération Z qui est née entre 97 et 2000. Alors on en parle beaucoup actuellement parce qu'elle serait demandeuse d'un nouveau rapport au travail et à l'entreprise. Alors par contre à ce niveau-là, on peut se demander ce qui la différencie vraiment des générations précédentes, notamment de la génération 68 et de la génération Y à laquelle j'appartiens, qui, elle aussi, en son temps, réclamait exactement la même chose, du respect, de la confiance, de la collaboration au travail, de l'équité, développer ses compétences grâce à son métier et avoir une utilité sociétale. Donc ici, plus qu'un phénomène générationnel, on serait plutôt face à un effet qui est lié à une classe d'âge, celle qui entre sur le marché du travail et qui nourrit de nombreuses attentes envers l'entreprise et leur emploi. Alors il y a aussi, au-delà de cet effet de classe d'âge, un effet d'époque. Actuellement, suite aux 2 années de crise sanitaire et à la crise écologique, qui ont entraîné une quête de sens dans le travail et qui est loin de se résumer à la nouvelle génération, comme en témoigne le fameux phénomène de grande démission. Troisième facteur, notre époque est aussi marquée par le développement accéléré des technologies numériques qui fonctionnent en réseau et qui favorise la participation et l'expression de tous, quel que soit son statut social. Donc du coup, il devient de plus en plus difficile de faire fonctionner les entreprises de manière hiérarchique et bureaucratique, alors que les salariés peuvent expérimenter tous les jours une façon beaucoup plus souple et égalitaire de s'organiser. Donc ça, c'est, je dirais, les facteurs explicatifs les plus évidents, économiques, socioculturels et technologiques. Mais il y a également un 4e facteur qui est un petit peu plus complexe. Je vais essayer de vous le présenter simplement. On vit actuellement un changement de paradigme qui bouscule profondément notre façon de penser. Avant, on était gouverné par la pensée cartésienne qui nous a appris à séparer les phénomènes complexes en éléments simples pour les étudier précisément chacun de leur côté. Or, il s'agit désormais d'avoir une pensée systémique, c'est-à-dire de penser les interactions à la fois complémentaires et opposées de ce qu'on a disjoint pendant des siècles. L'ordre et le désordre, l'autonomie, l'interdépendance, l'unité, la diversité, l'ouverture et la fermeture, la hiérarchie et l'horizontalité. Et ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que c'est pas soit l'un,
soit l'autre, mais c'est les deux qu'il faut essayer de concevoir en même temps, parce que ce sont ces couples à la fois opposés et complémentaires qui fondent la dynamique sociale, qui est un processus toujours instable et précaire, et qu'on doit apprendre à mieux comprendre pour organiser au mieux l'action collective. Donc voilà les facteurs que j'ai pu identifier comme expliquant cet engouement récent, le plus actuel pour les nouveaux modes de management et d'organisation, à la fois économique, socio-culturel, technologique et épistémologique. Si ces nouveaux modes de management et d'organisation encouragent un transfert de pouvoir des managers vers les managés, pour autant, y arrive-t-il surtout à s'écarter des modèles tayloriens ou fordistes, et enfin, permettent-ils un véritable changement dans l'entreprise? Alors là, Denis, c'est une question centrale que vous soulevez, et je vous dirais que en la matière, tout dépend de la manière dont ces nouveaux modes de management et d'organisation sont mis en œuvre, et notamment de l'intention avec lesquelles ils sont déployés. S'il s'agit de rechercher des gains d'efficience à court terme au travers d'une recette magique à appliquer de type One Best Way, on reste alors clairement dans un cadre taylorien et fordien. Donc, dans ce cas, on peut changer les pratiques, on peut reconfigurer le design organisationnel de l'entreprise, transformer les pratiques managériales, chambouler les pratiques de GRH, mais finalement, le logiciel qui guide l'exécution de ces pratiques, lui, reste le même. Donc c'est un phénomène que certains chercheurs en sciences humaines et sociales appellent un changement de type 1. C'est un changement hyper paradoxal puisque finalement, plus on essaye de faire en sorte que ça change, plus c'est la même chose. Tout simplement parce que le cadre avec lequel on pense l'entreprise, lui, ne change pas. Les pratiques changent, mais le cadre ne change pas. Donc pour véritablement sortir du modèle tayloriste et fordiste, il ne s'agit pas simplement de transformer les pratiques, mais il faut également changer le cadre global de l'action en s'appuyant sur deux principes clés qui vont du coup à l'opposé total des préceptes tayloriens et fordiens. Le premier, c'est l'appropriation, adaptation des méthodes plutôt que de copier-coller un One Best Way, une recette magique. Et le deuxième, c'est la participation active des acteurs de terrain plutôt qu'une approche uniquement top-down du changement organisationnel. Alors, comme on s'en doute, c'est un chemin assez périlleux pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il bouleverse profondément l'identité professionnelle des acteurs de l'entreprise. Les uns doivent se départir de leurs prérogatives traditionnelles que d'autres sont appelés à assumer, loin des fiches de poste et des lettres de mission traditionnelles. Mais ça bouleverse aussi les relations qu'ils entretiennent entre eux. Il n'y a plus d'un côté ceux qui donnent des ordres et de l'autre ceux qui les exécutent, mais un ensemble d'acteurs qui doivent prendre des initiatives de manière collective et concertée. Donc, dans ce cadre, on assiste à un triple processus de déstabilisation qui est à la fois personnel, interpersonnel au niveau des relations et aussi organisationnel. Et du coup, ça chamboule profondément les rapports de pouvoir traditionnels, ce qui met évidemment particulièrement en difficulté le management et le top management, mais aussi les salariés qui peuvent se sentir complètement démunis face à ces appels à la responsabilisation et à la prise d'initiative. Alors, ça, c'est le premier élément qui explique que les entreprises ont du mal à changer de cadre au-delà de leur pratique. Le deuxième facteur qui explique cette difficulté à changer de cadre, c'est la prédominance des logiques gestionnaires sur toute autre finalité. Alors, il y a actuellement un mouvement de fond qui incite à élargir considérablement la conception qu'on a de la valeur générée par les entreprises, comme en témoigne l'importance prise par des notions comme la vision de l'entreprise, sa mission ou encore sa raison d'être, qui sont très présentes dans les derniers courants organisationnels. Et c'est même un mouvement qui a été reconnu juridiquement en France avec la loi Pacte de 2019, qui permet à une entreprise d'intégrer dans ses statuts une mission qui va au-delà des simples objectifs économiques. Donc évidemment, ça, c'est un mouvement qui va dans le bon sens pour permettre aux entreprises de repenser leur cadre organisationnel si évidemment on ne se limite pas à des pratiques de greenwashing et de social washing. Voilà. Ce qui pour l'instant est quand même assez récurrent dans cette approche-là.
Voilà, majoritairement le cas, mais c'est assez intéressant au niveau des missions d'entreprise de voir que, bon, pour l'instant, les entreprises à mission sont relativement minoritaires. Hein. Il y en a 500 en France sur près de 4 millions d'entreprises, donc c'est somme toute minoritaire. Mais on commence à constater une petite évolution parce qu'au début, les missions d'entreprise, c'était beaucoup sur l'objectif de performance. Hein. C'était être le numéro 1, être le leader national, être le leader international. Et aujourd'hui, elles intègrent beaucoup plus cette question de respect de la totalité des parties prenantes, ses clients, ses salariés, mais aussi la société dans son entier et la planète, hein, qui elle aussi fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et c'est clairement une urgence. Donc, on voit quand même que les entreprises ont été beaucoup taclées justement sur ces affaires de greenwashing et de social washing, et j'espère qu'on commence à entrevoir l'étape d'après, qui sont des démarches plus authentiques. Oui. Dans ces nouveaux modes de management et d'organisation, quel rôle jouent les managers et les dirigeants ? Alors tout à fait, c'est une question très pertinente aussi, et effectivement le rôle des dirigeants est primordial. Je vais commencer par les dirigeants, je vais venir aux managers après. Le rôle des dirigeants est primordial dans le cas de la transformation d'une entreprise existante. Donc là, à ce stade-là, il est important de distinguer les organisations qui souhaitent adopter un nouveau mode de management et d'organisation dès leur création, ex nihilo, et celles qui sont dans un modèle traditionnel hiérarchique depuis l'origine et qui souhaitent le transformer ou le faire évoluer par rapport au contexte que j'ai évoqué précédemment. Donc dans le premier cas, d'une entreprise qui dès le début essaye d'être alternative, par exemple une start-up ou une association ou encore une entreprise à impact, comme on dit aujourd'hui, l'impulsion, elle vient de l'équipe des fondateurs, qui aspirent à créer une entreprise dont le mode de fonctionnement sera dès le début complètement différent de ce qu'ils ont pu expérimenter dans leur vie professionnelle antérieure. Les candidats qui vont être recrutés par la suite vont devoir montrer qu'ils ont un intérêt pour ce mode de fonctionnement alternatif dès leur entretien de recrutement, pour assurer qu'ils s'intégreront bien dans ces modes de fonctionnement qui sont parfois atypiques par rapport à ce qu'on connaît habituellement en entreprise. Mais ce qu'on constate finalement, c'est que beaucoup de candidats viennent dans ce type de structure précisément pour leur mode de fonctionnement alternatif qui rejoint leurs aspirations personnelles à travailler dans un environnement de travail différent du modèle hiérarchique et bureaucratique. Donc ça, c'est le premier cas. Dans le second cas, qui est celui de la transformation d'une entreprise déjà existante qui aurait opté à son origine pour un modèle hiérarchique et bureaucratique, l'impulsion vient nécessairement du dirigeant, tout simplement parce que l'entreprise étant organisée de manière hiérarchique, seule la figure hiérarchique la plus élevée peut détricoter cette forme organisationnelle. Alors l'impulsion, on voit parfois aussi que l'impulsion peut venir d'un manager qui va expérimenter des choses auprès de son équipe. Mais la portée de ses actions risque d'être limitée justement à son équipe si la direction ne suit pas. Pour qu'une transformation s'enracine en profondeur, il est important que l'équipe dirigeante soit elle-même convaincue du bien fondé de la démarche et aussi qu'elle accepte de transformer sa posture au sein de l'entreprise pour évoluer d'un rôle de commandement à un rôle de soutien. Et finalement, c'est là que la direction va incarner et impulser l'évolution de posture qui va concerner au final l'ensemble des managers, qu'ils soient tout en haut de la pyramide, ce qu'on appelle le top management, ou au plus près des équipes des terrains avec les managers de proximité. Donc dans mon ouvrage, j'ai essayé de préciser un petit peu plus en détail ce nouveau rôle managérial qui reste pour le moment souvent flou. Comme vous l'aurez compris, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il s'agit de passer d'un management surplombant qui décide, qui planifie, qui surveille, qui contrôle, à un management de facilitation et de soutien. Donc l'objectif pour le manager, c'est plus de dire aux autres comment travailler, c'est de les aider à faire un travail de qualité dans les meilleures conditions possibles à partir de leur propre méthode. Okay. Donc ça, c'est la base. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, on fait comment? Pour le moment, ça reste un petit peu nébuleux. Donc j'ai essayé de préciser un peu les choses. Donc tout d'abord, à mon sens, les managers sont appelés à abandonner
certaines de leurs tâches traditionnelles, leurs casquettes traditionnelles, notamment tout ce qui a trait à la gestion des aspects opérationnels, comme par exemple la répartition des tâches, leur planification, la coordination, l'élaboration des méthodes de travail, puisque tout simplement ces tâches-là sont désormais déléguées aux équipes de travail auto-organisées. Alors attention, là il y a un piège, il ne s'agit pas d'abandonner ces équipes et de les laisser se débrouiller tout seuls. Au contraire, Oui. Okay, il s'agit de leur offrir un cadre et un soutien pour leur permettre de s'auto-organiser. L'auto-organisation, ça n'arrive pas comme par magie. Donc le manager, la première chose, à mon sens, la plus essentielle à faire, c'est tout d'abord réserver un temps et un lieu pour que l'équipe puisse se réunir régulièrement afin d'auto-organiser son activité. L'auto-organisation, c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est je m'accorde avec mon équipe sur quelles sont mes priorités et ensuite je peux travailler en autonomie si j'ai à travailler en autonomie, mais il y a quand même des règles de régulation de l'activité collective qui doivent se décider en équipe. Donc dans ces espaces de discussion qui doivent donc être réguliers, le manager doit veiller à ce que chacun puisse s'exprimer sur un pied d'égalité et que les décisions prises conviennent réellement à tout le monde. Pas pour faire plaisir à tout le monde, mais tout simplement pour que les décisions s'adaptent réellement aux réalités et aux besoins opérationnels de chacun. Alors, au-delà de ces instances formelles, puisque ce sont des réunions régulières, généralement hebdomadaires ou bimensuelles, il doit aussi chercher à faire de la collaboration un véritable réflexe de travail. Donc là, il doit encourager l'entraide et la résolution collective de problèmes au quotidien. Mais attention, vous l'aurez compris, ce n'est pas à lui de résoudre les problèmes. Lui, il est là pour essayer d'enclencher ce qu'on appelle l'intelligence collective au sein de son équipe. Okay, donc, il doit créer le contexte propice à ce que chacun puisse avoir son mot à dire pour que les prises de décision soient finalement plus riches. Alors, du coup, il peut aussi avoir un rôle important dans la gestion des conflits pour transformer les oppositions frontales entre individus en dialogue constructif. Je vous dirais que ça, c'est certainement une des tâches les plus difficiles. Mais au-delà des conflits internes à l'équipe, il peut aussi y avoir des irritants extérieurs à l'équipe. Et là, il peut essayer de fluidifier l'organisation transversale du travail, donc qui n'est pas propre à son équipe, mais qui se situe aux interfaces de l'équipe, avec d'autres équipes ou départements de l'entreprise. Et il est là aussi pour essayer de trouver les ressources matérielles, financières, temporelles, dont son équipe a besoin pour concrétiser ses initiatives. Enfin, je vois dans le manager un dernier rôle qui s'apparente à celui d'un coach interne où il aide chacun à s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement dans son travail au regard de ses aspirations, mais aussi au regard du fameux projet d'entreprise qu'on appelle aujourd'hui vision, mission ou raison d'être. Donc, comme on le voit, le manager n'est pas voué à disparaître. Le management a encore de nombreux rôles fondamentaux à tenir, mais par contre, il n'est pas obligatoire que tous ces rôles incombent à une seule et même personne. Il y a certaines entreprises qui sont assez alternatives, faut bien le dire, qui vont au bout de la logique et qui choisissent de distribuer certains de ces rôles au sein des équipes de travail selon les appétences et les compétences de chacun. Il y a par exemple certains qui auront une fibre de coach. D'autres vont se révéler d'excellents médiateurs de conflits. D'autres vont avoir des relations aux interfaces de l'équipe parce qu'ils ont un ami ou une connaissance dans un autre département et ils vont participer à fluidifier l'organisation transversale du travail que j'évoquais tout à l'heure. D'autres, au contraire, seront de très bons animateurs de réunions. C'est quand même difficile de trouver un manager qui combine toutes ces qualités. C'est un peu le mouton à 5 pattes, quoi. Donc ces expérimentations, qui sont assez radicales, je le souligne à nouveau, démontrent quelque chose de très intéressant. Elles montrent qu'il est possible de réguler l'activité collective sans manager, mais pas sans management. Et ça, c'est super important. Il y a encore des rôles clés. On a vu qu'ils étaient nombreux et il faut préserver cette fonction. Ok, c'est pas pour ça qu'il faut tout mettre sur les épaules d'une seule personne. Mais évidemment, quand on fait ce leadership distribué, l'enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et il faut bien s'assurer que les différents rôles managériaux soient bien tous couverts au sein de l'équipe. Voilà. Ok, c'est très clair. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que
C'est surtout un changement de posture de la part du manager qui doit poser un cadre, donc fixer aussi le pourquoi et les règles de comportement à avoir dans ce cadre-là, et aux équipes de définir elles-mêmes le comment elles vont mettre en place, Tout à mettre en fait. branle entre guillemets l'activité. Et le changement également, c'est que c'est la reconnaissance de les nombreuses activités du management et s'assurer que ces activités de management ne soient pas centralisées sur une seule personne, mais soient partagées par l'ensemble des équipes. Oui, Pour alors résumer en fait ce changement. ça c'est pas le fait que la fonction managériale soit distribuée, c'est pas une obligation, hein. La plupart des entreprises vont pas aussi loin et elles Oui. continuent à avoir des managers clairement identifiés pour tenir tous ces rôles. Tout dépend aussi de la culture managériale préexistante et des besoins opérationnels. Mais dans ce cas-là, si tous ces rôles, parce qu'on a vu qu'ils étaient nombreux et ils nécessitent des compétences très variées, dans ce cas-là, si on ne fait porter la transformation que sur les épaules de managers et que le cadre organisationnel, lui, il ne change pas, on va toujours être face à ce fameux changement de type 1. Hein. Du coup, on court le risque de faire peser toute la transformation uniquement sur les épaules des managers de proximité, sans pour autant leur donner les moyens de tenir leur rôle. C'est ce qui arrive souvent quand on évoque l'impérieuse nécessité pour les managers de changer de comportement. Hein, il y a beaucoup d'entreprises qui se focalisent là-dessus, les nouveaux comportements attendus, sans pour autant faire évoluer leurs objectifs ni leur donner les ressources nécessaires, hein, comme par exemple avoir prise sur le temps, la charge de travail ou encore les moyens de reconnaître le travail bien fait. Voilà, donc encore une fois, c'est pas seulement au manager de se transformer, c'est le cadre organisationnel global qui doit évoluer. Sinon, on ne changera pas en profondeur les entreprises. C'est très clair. Pour revenir sur le sujet de ces nouveaux modèles de management et d'organisation, ils sont souvent présentés, voire vendus comme des modèles en rupture avec des concepts existants. Vous montrez pourtant dans votre livre que ces modèles ne sont pas si nouveaux que cela. Oui, alors c'est ce que je tenais à évoquer dès le début de notre podcast, parce qu'effectivement, ces modèles n'ont rien de nouveau. Hein, ils renvoient à une suite de courants organisationnels dont les premières conceptualisations théoriques remontent aux années 20 avec l'école des relations humaines. Donc ça fait plus d'un siècle en fait que les nouveaux modes de management ont émergé. Donc juste je vais vous expliquer parce que ça fait un siècle, mais en plus régulièrement il y a des nouveaux courants qui sont apparus. Donc ça commence avec l'école des relations humaines qui est composée de psychologues et de sociologues hein, et qui vont chercher à élargir la vision qu'on a de l'efficience au travail en prenant en compte les facteurs humains qui ont été complètement oubliés par le taylorisme et le fordisme. Dans les années 60, il y a un autre courant qui va émerger, qui s'appelle le courant socio-technique, qui a été complètement oublié. C'est bien dommage, parce que ce courant socio-technique, c'est finalement l'amalgame entre le taylorisme et l'école des relations humaines. C'est ce que dit son nom, hein, courant socio-technique. Il essaye de montrer l'interdépendance des variables à la fois technico-organisationnelles, qui étaient les seuls aspects pris en compte par le taylorisme, et aussi les aspects sociaux qui vont être révélés par l'école des relations humaines. Et il démontre qu'on ne peut pas transformer l'organisation sociale du travail sans tenir compte des aspects techniques et inversement. Et à l'heure aujourd'hui où on a une déferlante d'outils numériques en entreprise, il serait bien de revenir sur ces travaux qui sont très éclairants. Donc ça, c'est pour les années 60-70. À partir des années 80-90, on a le modèle japonais hein, qui est né dans les usines Toyota et qui donnera naissance au Lean. Ensuite, on a les méthodes agiles qui sont nées dans le milieu informatique à la fin du XXe siècle. Et finalement, tous les nouveaux modes de management et d'organisation qui foisonnent à l'heure actuelle avec les entreprises libérées, holacratiques, Opal, sont les héritiers de cette longue histoire. Alors, et encore, là, je ne vous ai fait que le panel que sur le XXe siècle, parce qu'on peut encore remonter un peu plus loin avec les penseurs et les expérimentateurs du socialisme utopique du XIXe siècle, comme Owen, Fourier, Godin ou Proudhon, et dont le courant autogestionnaire, que moi j'ai étudié pendant ma thèse de doctorat, cherchera à appliquer les principes tout au long du XXe siècle, souvent dans l'ombre, hein, complètement cachés, excepté à l'occasion des événements de mai 68 qui marquent un bouleversement profond dans le rapport au travail et à la hiérarchie. C'est pour ça que je disais aussi que la génération Z est aussi l'héritière de la génération 68.
Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que finalement, tous ces courants qui ont plus d'un siècle ont un point commun, hein, c'est de mettre l'accent sur la capacité des équipes de travail à s'auto-organiser pour faire face aux imprévus, aux aléas productifs qui, par définition, ne peuvent pas être prévus dans les procédures, sans avoir forcément recours à la hiérarchie. Donc finalement, tous ces courants s'opposent point par point au fameux modèle tayloriste-fordiste qu'on évoque depuis le début, qui est considéré quand même, hein, c'est son grand apport hein, au taylorisme, au fordisme, d'être la première théorisation aboutie de l'organisation du travail. Avant, on se contentait beaucoup d'improvisation, hein, et c'est ce que d'ailleurs Taylor reprochait aux entreprises. Donc c'est vraiment la première théorisation aboutie de l'organisation du travail, mais elle est aujourd'hui complètement inadaptée aux réalités socio-économiques actuelles, comme je l'évoquais précédemment. Donc ce premier modèle théorique, là, on rentre un petit peu plus dans le détail des concepts. C'est un modèle qui privilégiait la division horizontale et la division verticale du travail. Donc j'explique, parce que ça c'est fondamental à comprendre. La division horizontale du travail, ça consiste à découper l'activité productive en toutes petites tâches, très simples, qui vont être réparties sur des travailleurs spécialisés qui travaillent seuls. Hein, et qui sont donc très rapides à former parce qu'on leur donne un micro bout de tâche, ce qui sera encore aggravé avec le fordisme et le travail à la chaîne. La division verticale du travail, elle instaure une hiérarchie qui sépare nettement les tâches de conception et les tâches d'exécution. En gros, il y en a qui pensent le travail et il y en a qui le font. Okay. Et ben, les nouveaux modes de management et d'organisation vont totalement à l'encontre de ces deux lois qui sont les lois fondatrice de l'organisation du travail. Au contraire, dans ces mouvements, on se focalise sur le travail d'équipe plutôt que le travail individuel. On essaye de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'élargissement des tâches, qui consiste à regrouper des tâches d'un même niveau hiérarchique pour essayer de faire en sorte qu'elles fassent sens, pour que les salariés puissent voir les tenants et les aboutissants de ce qu'ils font, hein, et ce qui génère généralement plus d'engagement. Donc là, on va directement à l'opposé de la division horizontale du travail, et on cherche également à enrichir les tâches. Donc cette fois-ci, on va à l'encontre de la division verticale. Donc on va essayer de déléguer des tâches qui étaient auparavant effectuées par le niveau hiérarchique supérieur, comme par exemple la répartition des tâches, les plannings que j'ai déjà évoqués. Ça peut aussi être des achats mineurs pour l'atelier ou le service, ou encore la gestion des recrutements. Okay. Donc dans ce cadre, l'organisation du travail n'est plus du tout encadrée par des procédures édictées hiérarchiquement, mais elle repose sur l'auto-organisation des équipes qui participent directement à élaborer les procédures qu'elles doivent mettre en œuvre. Donc manager, ça ne consiste plus à donner Manager, ça ne consiste plus à donner des ordres et à contrôler qu'ils soient bien appliqués, mais au contraire à animer des collectifs de travail en veillant à la bonne dynamique de groupe, comme je l'ai évoqué avec les différentes casquettes du manager du 21e siècle. Donc, ces éléments-là sont tous communs au nouveau mode de management et d'organisation, qui est donc un mouvement plus que centenaire, je le rappelle. C'est pas pour ça qu'il faut oblitérer les spécificités propres à chaque courant. Hein. Chaque courant amène des choses différentes. Comme on l'a vu, le taylorisme, c'était les aspects techniques. Le RH, l'école des relations humaines, c'était les aspects sociaux. Le courant socio-technique va essayer de coupler les deux. Le modèle japonais, lui, va introduire l'idée d'amélioration continue. Il va aussi introduire l'idée d'intégrer le client au processus de production, puisque le modèle japonais, dans le modèle japonais, c'est la demande du client qui pousse l'activité productive, et plutôt que l'activité productive qui pousse la consommation comme dans le modèle tayloriste. Et ça, c'est un aspect super important parce que ça va être poussé à l'extrême avec les méthodes agiles, où là, le client est carrément intégré à toutes les étapes du processus de production avec les revues de sprint notamment. Et les derniers courants, comme je l'ai évoqué, apportent eux aussi une spécificité, à savoir l'ouverture de l'entreprise à des finalités extra-économiques. Voilà. Donc, ils ont tous un noyau commun, mais chacun apporte un petit truc en plus, et donc c'est là qu'on voit que c'est un vrai continuum historique. On n'est pas en train de répéter les mêmes choses depuis 100 ans. À chaque décennie, quasiment, on apporte quelque chose de nouveau, mais les racines, elles, sont bien centenaires. Et si ces racines sont centenaires, donc si ces nouveaux modes de management et d'organisation ne sont pas
si innovants qu'ils le prétendent, est-ce qu'ils sont pour autant des modes passagères? Ah, alors ça, justement, alors pour y répondre, il faudrait déjà comprendre ce qui distingue une mode d'une innovation. Okay. Donc là, du coup, je vais rentrer dans un tunnel explicatif avant, D'accord. parce que c'est super important. Schématiquement, on peut distinguer ces deux grandes modalités de déploiement des nouveaux modes de management et d'organisation. Hein. Dans le premier cas, les nouveaux modèles sont construits par les acteurs internes, qui peuvent, bon, évidemment, s'inspirer de modèles existants. Hein, ce serait quand même dommage de mettre 100 ans de recherche à la poubelle. Mais elles font l'effort de les adapter pour répondre à leurs besoins et à leurs spécificités propres. Hein, à savoir leur environnement, leurs clients, les réalités de leur métier, leur culture organisationnelle et managériale. Et donc, du coup, ces nouvelles méthodes qu'elles s'approprient vont s'hybrider avec d'autres pratiques internes, ce qui va donner lieu à des pratiques inédites qui sont véritablement le fruit d'une innovation organisationnelle. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas dans l'effet de mode. Par contre, il peut y avoir une autre modalité de déploiement qui, elle, tombe dans le piège de l'effet de mode. C'est quand l'entreprise se contente de suivre un modèle à la manière d'une recette à appliquer, hein, le fameux One Best Way, la recette magique, sans tenir compte des spécificités propres à l'organisation. Donc ça, c'est une première distinction théorique qu'on retrouve dans les sciences de gestion et qui permet de bien distinguer une véritable innovation d'un simple effet de mode. Alors moi, dans mon ouvrage, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Je me base sur une vingtaine d'études de cas qui révèlent que, en réalité, on peut, à l'heure actuelle, hein, là encore, je ne le présente pas à l'exhaustivité, on peut identifier 4 modes de déploiement différents qui vont avoir des effets très contrastés, autant en termes d'innovation versus effet de mode, qu'en termes des effets qui sont recherchés, à savoir allier la productivité et la satisfaction des salariés. Donc, le premier cas, ça consiste à essayer d'inventer son propre modèle de toute pièce. Et là, on oublie complètement les 100 ans de recherche et d'expérimentation qui ont déjà été menés dans le domaine. Donc ça, c'est une première configuration qu'on retrouve souvent dans les organisations autogérées, hein, qui tiennent à inventer leur propre modèle alternatif. Donc évidemment, c'est une démarche qui a des avantages, hein, puisqu'elle permet d'assurer le déploiement de pratiques complètement originales et sur mesure par rapport aux aspirations de leurs membres, qui sont souvent assez marquées idéologiquement, hein, à gauche de l'échiquier, voire très très à gauche. Donc là, on est bien dans l'innovation pure, mais les études que j'ai menées lors de ma thèse et de mon post-doctorat sur ces structures autogérées montrent qu'elles rencontrent généralement souvent les mêmes difficultés, ce qui les conduit finalement à adopter des pratiques organisationnelles très similaires. Donc finalement, cette manière de procéder fait courir le risque de réinventer la roue à chaque fois qu'on crée une entreprise alternative, avec un processus chronophage et énergivore qui oblige à tâtonner pendant longtemps et qui peut finir par épuiser les membres de la structure. Donc ça, c'est un premier cas, innovation pure, certes, mais pas très efficiente et épuisante pour les membres. À l'autre bout du spectre, ça c'est ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, mais on l'a déjà vu aussi avec le Lean, hein. Le dirigeant peut se contenter de plaquer sur l'organisation existante un modèle clé en main. Ah, tiens, on va faire du Lean, on va libérer l'entreprise, youpi. Donc c'est un modèle généralement qui va lui être inspiré par ses lectures, par des conférences auxquelles il a assisté, ou encore l'exemple d'une entreprise qui a fait le buzz médiatique, hein. Donc ça, là, clairement, dans cette démarche-là, on est dans l'effet de mode. Et cette manière de faire, généralement, conduit à des incohérences quant aux réalités du métier, aux besoins opérationnels des acteurs de terrain et aussi à la culture d'entreprise, surtout si on implémente le modèle de façon brutale, c'est-à-dire hyper rapide, voilà, sans être dans une démarche participative. Donc, dans ces cas-là, il est pas rare de constater un chaos organisationnel qui peut se traduire par des problèmes de productivité, de qualité ou encore une dégradation du climat social. Donc là encore, on est complètement à l'inverse des effets qu'on recherche en termes d'efficience et de qualité de vie au travail. Et généralement, c'est ce qui justifie souvent un retour en arrière. À court terme, ça ne marche pas, donc revenons à l'entreprise taylorienne qui, au moins, nous assurait une certaine efficience. Voilà. On a une troisième possibilité, c'est des entreprises
qui cherche à mélanger des méthodes et des outils des courants les plus en vogue. Souvent le lean, l'agilité et l'holacratie qu'on essaye d'encapsuler dans un même modèle, mais ça peut se révéler tout aussi dangereux quand on ne travaille pas leur articulation et la cohérence globale du système. Donc souvent, ça, c'est une démarche qui va manquer de sens pour les salariés, qui vont être complètement perdus dans un charabia interne complexe, surtout si on se revendique de l'holacratie et de l'agilité et qu'on mélange les deux, parce du coup, on se retrouve avec un système de cercle composé de doubles liens, avec des réunions de triage, de gouvernance, des sprints et des releases, des rétrospectives et des revues de sprint. Tout le monde est perdu. Okay, donc généralement ça, quand on essaye d'amalgamer plusieurs courants comme ça, sans finalement faire l'effort de les mettre en cohérence, c'est quelque chose qui peut se révéler très chaotique. Donc autant en termes d'efficience que de bien-être au travail. Donc finalement c'est toujours les mêmes problèmes. On aboutit aux effets inverses. Mais lueur d'espoir dans ce tunnel, il est aussi possible de suivre une voie médiane en s'inspirant de différents modèles extérieurs, mais en faisant l'effort d'expérimenter les principes et les pratiques qui sont les plus en phase avec les besoins opérationnels et la culture de l'entreprise. Donc finalement, dans ce dernier cas de figure, le plus important, c'est pas tant le modèle ou les modèles qu'on va retenir. Ce qui compte ici, c'est le processus de co-construction à partir des besoins du terrain et par essai-erreur dans une logique d'amélioration continue. Voilà. Et donc, évidemment, c'est un travail qui prend du temps. Ça demande de la patience et surtout de la prudence, parce que ça nous évitera pas de tomber dans certains travers des nouveaux modes de management et d'organisation en termes d'inefficience ou de risques psychosociaux. Donc, il faut toujours être en veille, toujours être en vigilance, toujours être en réflexion. Donc, non seulement c'est long, mais ça demande aussi une vraie capacité à faire des retours d'expérience réguliers. Et donc, c'est toujours chronophage, mais ça permet de le mener de manière plus constructive. Mais ce côté travail de longue haleine, on va dire, explique qu'on préfère souvent se contenter de copier-coller une mode que de rentrer dans un véritable travail d'expérimentation. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, l'innovation, pour revenir à cette question innovation ou pas, l'innovation, elle tient moins au modèle organisationnel en eux-mêmes qu'à la façon dont on les met en œuvre et à la finalité qu'on poursuit. Un même courant organisationnel, que ce soit le lean, l'holacratie, l'agilité, peut autant engendrer des pratiques innovantes qu'être l'objet d'un simple effet de mode. Donc évidemment, moi, j'encourage les entreprises à s'en emparer pleinement pour faire bouger leur organisation au travers d'une démarche résolument participative qui seule va permettre de tenir compte de leurs spécificités propres, mais également des difficultés individuelles et organisationnelles qu'elles ne manqueront pas de rencontrer dans cette aventure. Après, pour finir de répondre à votre question, je suis désolée si je suis un peu longue, mais pour ce qui est du mouvement plus global dans lequel ces nouveaux modes de management et d'organisation s'inscrivent, il semble difficile de les qualifier de modes passagères. Comme je l'ai évoqué avant, leurs racines sont plus que centenaires, mais il est vrai que le contexte actuel les met au premier plan, ce qui a tendance à nous faire oublier tout ce qui s'est passé depuis un siècle en termes de théorie des organisations, de sociologie du travail ou de sciences de gestion. Et donc finalement, aujourd'hui, on est face à un contexte qui encourage leur déploiement à grande échelle, plutôt que dans quelques organisations utopiques, comme c'était le cas au XIXe siècle, ou quelques entreprises visionnaires, comme au XXe siècle. Évidemment, j'espère que mon ouvrage y contribuera en aidant les organisations à s'emparer de ces nouveaux modes de management et d'organisation de la manière la plus constructive possible pour pouvoir atteindre leurs deux objectifs, efficience organisationnelle et bien-être des salariés. Merci Suzy. Merci à vous Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre « Les nouveaux modes de management et d'organisation, innovation ou effet de mode » de Suzy Canivinck, paru en 2022 aux Presses des Mines. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre également sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités, mais aussi de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.